Bevet Braise, Braizata, bonjour à tous. Aujourd'hui, vidéo en date du 11 septembre 2015, 14 ans après les attentats qui ont frappé New York officiellement par Al-Qaïda et Oussama Ben Laden. Alors, comme vous le voyez, les conséquences de ce grand virage géostratégique américain enclenché à partir de cette date continuent de produire leurs effets, et d'abord et avant tout en Syrie, comme vous le voyez. Première réflexion sur le traitement médiatique auquel nous assistons. Un bombardement médiatique de masse organisé en haut lieu, pratiquement assumé. J'ai vu une circulaire de France 2 qui expliquait qu'elle allait en quelque sorte faire un travail de promotion et de propagande, pour résumer, en direction des populations afin qu'elles acceptent ces vagues d'immigration. Bref, c'est un travail qui est entrepris et qui s'explique de façon très simple. Depuis la guerre du Vietnam, en Occident, et singulièrement aux États-Unis, et depuis dans les pays qui sont alliés aux États-Unis, ou plus exactement les vassaux des États-Unis, il est tout à fait acquis dans les cercles dirigeants qu'on ne peut pas mener une guerre, dans la mesure où il y a encore des semblants d'élections, on ne peut pas mener une guerre sans avoir l'appui de l'opinion publique, et en tout cas un appui à minima, ou en tout cas l'illusion d'un appui. Et ça, c'est quelque chose de totalement nouveau aujourd'hui, c'est que la presse telle que nous la connaissons, la radio, la télévision, la presse écrite, est sous le contrôle étroit du gouvernement par le jeu des subventions massives, et ou par la mise en coupe réglée par des oligarques. Je rappellerai par exemple que un journal comme Libération, qui est censé être un journal d'opposition de gauche, est contrôlé par le milliardaire israélien Patrick Drahi, et je pourrais en citer comme ça un certain nombre. Par exemple, le journal Le Monde, lui, est contrôlé par la Banque Lazare, qui, comment dirais-je, en parallèle avec les États-Unis, organise la restructuration financière des pays conquis par l'OTAN, comme l'Ukraine, comme l'Irak, ou comme la Grèce. Donc vous voyez, les intérêts sont totalement liés, et l'idée c'est de maintenir un semblant de diversité médiatique, alors qu'en réalité tout est sous contrôle. Il faut, c'est impératif, avoir l'appui des foules pour mener des grandes opérations géopolitiques. Comme je l'ai dit, la philosophie des démarches qu'ils entreprennent est celle très simple de la socialisation des pertes et de la privatisation des profits. À vous l'accueil des migrants, à vous le coût de cet accueil, à eux les bénéfices géopolitiques de la conquête de la Syrie. C'est aussi simple que ça. Dans cette guerre, cependant, médiatique, qui fonctionne exactement comme fonctionnent les guérillas. C'est-à-dire que maintenant, nous avons un avantage que nous n'avions pas avant, c'est que nous avons l'Internet. Euh, Jadis, nous étions prisonniers de cette narration officielle imposée par les radios et télévisions d'État, par la presse d'État, la presse écrite d'État, ce qui aujourd'hui n'est plus exactement le cas. Aujourd'hui, nous pouvons proposer une alternative en termes d'explication de la réalité. Nous pouvons proposer une autre narration. C'est ce qui se passe avec les blogs, avec les réseaux sociaux, avec les plateformes d'hébergement vidéo, etc., etc. Nous avons cette capacité, les gens de la base, vraiment, hein, quels qu'ils soient, ont cette capacité d'analyser eux-mêmes des faits et d'en proposer une autre lecture. Ça, du coup, nous nous retrouvons dans une véritable guerre, une guerre de l'information. Et comme je l'ai dit, depuis la guerre de Vietnam, vraiment, les cercles dirigeants ont besoin de l'appui de l'opinion publique pour mener leur guerre. Donc, ils ont besoin, j'allais dire, de procéder à cette intoxication en permanence des masses, sauf que grâce à l'Internet, nous pouvons poser une résistance. L'avantage que nous avons, c'est que nous affrontons, comme dans le cadre d'une guérilla, comme quand une guérilla affronte une armée conventionnelle, la guérilla n'a pas les moyens militaires d'une armée conventionnelle. Elle n'a pas d'artillerie, elle n'a pas d'avions de chasse pratiquement, elle n'a pas de tanks, mais elle a des fantassins qui peuvent se cacher et qui ont des armes légères et qui pratiquent l'art de l'embuscade et qui cherchent à fatiguer l'adversaire jusqu'à ce qu'il ne veuille plus combattre. Eh bien, en quelque sorte, le système médiatique qui appartient à la structure qui domine actuellement l'Europe de l'Ouest a cet avantage de moyens. Ils ont les télévisions, les radios, ils ont également les faux spécialistes qui défilent pour servir cette narration factice, et en fait, ça nous donne l'illusion d'une toute-puissance. Et vraiment, en ce moment, depuis une dizaine de jours, quand l'offensive stratégique a débuté, eh bien, on a l'impression d'un écrasement, vous voyez, et c'est exactement ce que c'est. C'est exactement comme une guérilla. Je pourrais donner des exemples, comme en Chine, durant du temps de Mao, quand Mao affrontait le Kuomintang et Chiang Kai-shek. C'est de la même façon, ils n'avaient pas l'avantage des moyens.
Et par moment, et c'est toujours comme ça que procède une armée conventionnelle, elle cherche à encercler la guérilla, c'est-à-dire l'opposition, et ensuite à l'écraser sous une débauche de moyens, en l'occurrence un matraquage tous azimuts de la part de tous les médias avec des relais qui sont en fait des agents dans la société, des associations subventionnées, etc. Sauf que, grâce à Internet, nous avons plus exactement une profondeur stratégique dans cette narration. Depuis une semaine, nous avons perdu l'initiative. Nous ne parvenons pas à parler comme il faut à la population. Nous ne pouvons pas accéder à la population dans les mêmes termes que l'ennemi qui dispose de ses moyens conventionnels. Mais ne doutez pas un seul instant que d'ici quelques jours, parce qu'en fait une telle offensive a une capacité vraiment une capacité de frappe durant peut-être 2 semaines, guère plus. Après quoi, la narration se fatigue, l'opinion publique, en quelque sorte, redescend sur terre, un certain nombre d'autres questions vont ressurgir, mais nous qui sommes là et qui avons en quelque sorte le rôle des guerrieros de l'information, nous allons continuer d'amener des détails, des informations qui ne sont pas rapportées. Et soudainement, et dans la durée, l'opinion publique va à nouveau, en quelque sorte, vraiment renouer avec la réalité, le principe de réalité, et va renouer avec une position critique vis-à-vis de la narration qui aura été menée. Donc, je pense profondément que nous avons l'avantage stratégique, mais que grâce à la débauche de moyens dont dispose la structure médiatique d'État, et sous la coupe des oligarques, effectivement dispose de l'avantage tactique quand il décide de mener une offensive stratégique, comme c'est le cas actuellement. Alors pourquoi mener une offensive stratégique? C'est pas uniquement pour nous dire voilà, les migrants sont gentils et tous ceux qui disent l'inverse sont des méchants. Non, bien évidemment pas. Cette offensive a démarré il y a plus d'une semaine avec la fameuse photographie de l'enfant, dont par ailleurs on a évacué toute la question, je veux dire, le rôle du père, qui est-il, tout ça a été caché. On n'a pas dit qu'il vivait en Turquie depuis 3 ans et que soudainement il a décidé de traverser la mer, de mettre sa famille en danger pour une raison inconnue. Tout ça a été complètement évacué et on a présenté une narration soigneusement ficelée qui est intégralement fausse. Pourquoi? Parce que dans le même temps, et c'est ce que j'avais dit sur le blog que j'anime, braizatao.com, des annonces, enfin je veux dire des renseignements pour qui se tient informé, des renseignements commençaient à transpirer selon lesquels la Russie envoyait du matériel lourd en Syrie. Et l'État islamique n'est qu'une formidable excuse pour les États-Unis, pour l'Angleterre, pour la France, ou plus exactement pour leur gouvernement et les forces occultes qui les soutiennent, pour intervenir dans ce pays. Le scénario prévu pour la Syrie n'est autre que le même qui a été réservé à la Libye de Muammar Kadhafi par les mêmes gens. C'est pour ça que vous voyez les mêmes gens défiler à la télévision, comme Bernard-Henri Lévy, etc. Les mêmes gens qui ont mené les mêmes opérations en Libye veulent la même chose depuis 4 ans en Syrie. Sauf que si la Russie intervient et donne des moyens modernes au gouvernement de Bachar al-Assad, qui est la dernière force à empêcher l'État islamique de déferler sur le Liban et la côte méditerranéenne, eh bien, c'est fini. Les États-Unis ne pourront plus le renverser. C'est impossible matériellement. Et c'est ce dont veulent s'assurer les Russes. Et soudainement, vous voyez cette question des migrants surgir. Ça fait des années qu'il y a des millions de personnes déplacées en Syrie, au Liban, etc. Et soudainement, vous avez une vague qui intervient, et comme par hasard, cela se passe au moment où la Russie décide d'intervenir de façon décisive dans ce conflit pour éviter l'effondrement du gouvernement légal syrien. Écoutez, faut pas être stupide pour comprendre qu'il y a là anguille sous roche. Et vous avez d'ailleurs j'ai suivi ça de très près. Il y avait un commentaire, une réaction à ces informations qui venaient de Syrie de la part du département d'État américain, c'est-à-dire du ministère des Affaires étrangères américain, qui en gros menaçait la Russie d'une escalade du conflit, alors que la Russie a expliqué qu'elle intervenait en Syrie pour aider le gouvernement syrien de Bachar al-Assad à lutter contre l'État islamique. Mais la réaction américaine, qui bombarde l'État islamique, aurait dû être de dire bienvenue au club, nous allons ensemble mener cet effort conjoint. Et au contraire, les États-Unis ont menacé la Russie d'une escalade, et voire même d'un risque de confrontation. Or, si l'ennemi est l'État islamique, en quoi peut-il y avoir une confrontation entre les conseillers russes, les instructeurs russes, et ceux qui éventuellement peuvent piloter leurs avions de chasse qu'ils escomptent amener sur place, et l'armée de l'air américaine ou les forces qui encadrent les Jordaniens, etc.
évidemment, c'est parce que derrière cette excuse de l'État islamique, il s'agit bel et bien de renverser Bachar el-Assad. Dans le même temps, ces flux de migrants peut-être a été encouragé par le gouvernement turc qui cherche dans cette affaire aussi à prendre sa part du gâteau. Il ne faut pas oublier que le grand enjeu stratégique de cette histoire en Syrie, c'est de faire transiter depuis le Qatar et depuis l'Arabie Saoudite un énorme gazoduc jusqu'en Turquie puis en Europe. Il y a une bataille pour le gaz. C'est ça l'enjeu stratégique numéro un, avec d'un côté les sunnites, Turquie, pétromonarchie du Golfe, frères musulmans, islamistes, soutenus par les États-Unis, Londres et Paris, et de l'autre, la Russie et l'Iran. Bref, c'est une confrontation dont le théâtre d'opération est la Syrie. Et chacun, évidemment, cherche à avancer ses pions. Et il n'est pas du tout interdit de penser que la Turquie a encouragé, parmi les 2 millions de Syriens qui sont présents sur son sol, les a encouragés à aller en Europe pour faire pression sur l'opinion publique européenne pour qu'elle décide de se joindre à une action visant à contrer les Russes en Syrie. C'est une supputation, mais cela collerait parfaitement avec ce qui se passe. En tout cas, je ne l'écarte pas. Quoi qu'il en soit, la politique, en tout cas, la conséquence vraiment de cette immigration de masse, c'est comme je l'ai dit dans ma vidéo antérieure, c'est le début de l'effondrement de l'Union européenne. Elle est en train de s'effondrer au sud au plan économique avec l'implosion de la zone euro et vraiment des dirigeants allemands qui ne savent plus comment faire pour s'extraire de cette architecture de la monnaie unique avec un pôle industriel massif en Allemagne et l'écroulement d'économies qui ne peuvent pas faire face à cette domination industrielle allemande et qui donc font banqueroute. Bon, ça c'est acté. À l'Est, nous avons une confrontation avec la Russie et les Américains qui sont en train de dresser les Baltes, de dresser les Polonais, de dresser les Ukrainiens, de dresser les Roumains et les Bulgares contre la Russie. Donc déjà, l'Union européenne de ce côté-là est aussi en train d'imploser au plan géopolitique. La question migratoire est en train de faire voler en éclats le cœur même de l'Europe avec des pays d'Europe de l'Est qui ne veulent pas être submergés pour faire plaisir aux Allemands ou aux Français comme la Hongrie, la Slovaquie et aussi la Pologne, mais d'autres pays qui ne sont pas membres de l'Union européenne comme la Serbie et d'autres. Nous voyons par exemple que la Hongrie suspend ses relations ferroviaires, ses transports ferroviaires avec l'Autriche, malgré l'accord de Schengen. Bref, toute cette structure est en train de s'effondrer au plan économique, au plan géopolitique, au plan même culturel interne, avec d'une part des gens qui sont dans une fuite en avant immigrationniste, pro-musulmane, même au plan géopolitique. La France soutient massivement les islamistes en Syrie, par exemple, et de l'autre, des populations comme des peuples comme la Hongrie qui n'ont absolument aucun rôle dans cette affaire et qui font simplement qu'essayer de défendre les intérêts de leur propre peuple. Et ils sont rejoints en cela par d'autres. Et si vous regardez la presse, les mêmes médias dont j'ai parlé, aujourd'hui, c'est un torrent d'insultes à l'endroit du gouvernement hongrois qui ne fait que assurer la sécurité de sa population. Le Premier ministre Viktor Orban est traîné dans la boue, il est traité de populiste, de fasciste, d'incompétent, de menteur, tout ce que vous voulez, c'est vraiment la grande braderie. Et de l'autre, nous avons les Anglais qui sont en quelque sorte tiraillés, avec d'une part un parti isolationniste et séparatiste de plus en plus fort, notamment mené par Nigel Farage de l'UKIP, mais un David Cameron qui véritablement ne sait plus comment faire et qui a dit que lui n'accepterait pas les quotas d'immigrés, ce qui fait encore plus ce qui va renforcer en fait le parti anti-Schengen au sein de l'Union européenne. La Grande-Bretagne n'est pas membre de Schengen, mais la position de la Grande-Bretagne qui refuse la logique des quotas soutenue par Juncker et en réalité l'Allemagne et la France va permettre à d'autres petits pays de se sentir renforcés dans leur position, ce qui va hâter la destruction. Schengen est mort. C'est d'ailleurs, moi pour ma part, je le regrette puisque je pense que c'était une bonne idée, car c'est bien que les Européens finalement soient en contact les uns avec les autres, bien sûr, mais nous avons juste changé d'univers géopolitique et de par la propre inconséquence de ceux qui gouvernent l'Union européenne, et notamment Juncker et le lobby franco-allemand, mais aussi et surtout l'OTAN et les États-Unis, de par la propre inconséquence de ces dirigeants, eh bien l'Union européenne est en train d'effondrer. Ils sont en train de faire s'effondrer ce projet politique qui n'a plus ni queue ni tête, qui ne sait même pas où il va, qui ne sait même pas ce qu'il veut, et encore moins comment le mettre en œuvre. Bref, aucun doute sur la gravité de la situation, et aucun doute non plus qu'il s'agit uniquement du petit début de l'afflux de millions et de millions d'orientaux musulmans et d'Africains. Nous sommes au début de cet effondrement.
Merci.